Bonjour, nouveau numéro de Ça vaut le coup, l'émission qui donne du sens à votre épargne sur Boursorama. Aujourd'hui, on vous parle des assemblées générales millésime 2024 qui se profilent dans les prochaines semaines. Bonjour Charles Pinel. Bonjour à vous. Merci d'être avec nous, directeur général de Proxinvest. Le sujet, comme tous les ans, mais ce n'est pas le seul. Un des principaux sujets, ce sera ces rémunérations des dirigeants qui vont encore une fois focaliser l'attention cette année lors des assemblées générales. Exactement, c'est un des marronniers, si on peut dire, de la période des assemblées générales. Les rémunérations sont effectivement extrêmement scrutées par les actionnaires. Et notamment, on voit qu'il y a une tendance quand même très régulière de hausse de ces montants. Et donc, les actionnaires se doivent d'être vigilants, parce que souvent, ça défraie la chronique. Et d'autre part, il y a aussi tout un sujet de cohésion sociale, c'est-à-dire de scruter ces rémunérations au regard de la rémunération des salariés. Bon, alors il y a deux sujets intéressants là, Charles Pinel. Déjà sur la rémunération dans l'absolu des dirigeants, est-ce que ces rémunérations, les packages comme on dit, sont globales, assez bien corrélées, ou même très bien corrélées, ou pas du tout, ou pas suffisamment par rapport aux performances financières? On parlera de l'extra-financier après, mais par rapport aux performances financières de l'entreprise. Alors, comme vous le savez, la rémunération des dirigeants comporte une rémunération variable de court terme, le bonus annuel, qui est effectivement déterminé en grande partie par des critères financiers, quantitatifs, donc c'est-à-dire que les actionnaires peuvent les vérifier. Ils représentent à peu près 75% des critères utilisés dans le cadre de la détermination de ces montants. Et en complément, il y a la rémunération de long terme, donc souvent sous forme d'actions de performance. De performance, ce sont des actions gratuites qui ne seront attribuées, qui ne seront plutôt acquises par le bénéficiaire que si les conditions de performance sont remplies et sont également liées à des critères financiers, effectivement, pour une partie. Ouais. Mais est-ce que, encore une fois, les rémunérations, quand on regarde leur croissance, je sais pas, sur 5 ans, 10 ans, est-ce que ça suit fidèlement, encore une fois, les performances financières, ou est-ce que ça croît plus vite ou moins vite? Ça croît plutôt plus vite. C'est-à-dire quand même, il y a une hausse régulière et assez constante des montants. Et en revanche, les performances des sociétés, comme vous le savez, on le retrouve dans le cours de bourse, ou sur les agrégats financiers, sont plus qu'un cas, même si la tendance ces dernières années est dans l'ensemble plutôt très positive. Il y a quand même une décorrélation, je pense. Les actionnaires, pour le coup, ils votent ces résolutions, ils les votent toujours massivement, à une écrasante majorité, ou ça commence à s'effriter un petit peu et c'est moins hégémonique? Non, c'est effectivement des taux, alors on est sur des taux d'approbation très élevés, supérieurs à 90% dans l'ensemble, c'est des moyennes. Donc c'est pas un sujet pour les actionnaires quelque part, ça? Alors c'est pas un sujet... C'est vrai d'être élu avec plus de 90% des... C'est vrai que beaucoup d'hommes politiques aimeraient bien avoir ces taux d'approbation. C'est un sujet sur des cas précis. Et d'ailleurs la loi, vous savez, a rendu ce vote contraignant à partir d'exemples précis, notamment bien sûr à partir ou à cause ou grâce à vous de voir, du cas de Carlos Ghosn, qui a obligé le législateur, si vous voulez, à rendre contraignantes ces résolutions. Mais en tout cas, et c'est certain que les actionnaires vont chaque année repérer des situations où justement l'alignement avec la performance n'est pas du tout démontré. Et là, on a déjà dans le viseur certaines entreprises ou pas? Oui, bien sûr. Celles peut-être les plus emblématiques, on pourrait... Par exemple, le dirigeant qui est le moins bien approuvé au sein du CAC 40, c'est Alexandre Bompard, chez Carrefour. Mais là, il y a la performance financière, il y a la performance, si on peut parler de performance sociale. En tout cas, il y a les aspects sociaux aussi qui rentrent en compte. Ouais, il faut parler, vous avez raison, vous en avez parlé quand on a préparé l'émission ensemble, le ratio d'équité. Je ne connaissais pas, en même temps, il est assez simple à comprendre. C'est le rapport entre le salaire des dirigeants, je résume, et la moyenne ou la médiane des salariés, c'est ça? Les deux, la moyenne et la médiane. Effectivement, depuis la loi Pacte de 2019, les sociétés doivent publier le ratio d'équité, donc le rapport entre la rémunération des dirigeants et ceux de la moyenne et la médiane de leurs salariés. Alors, on a cette information. Après, la difficulté, c'est de savoir qu'en faire. Il est de combien en moyenne? Les écart-types là-dessus, c'est quoi? À Proxinvest, on l'a calculé, on l'a recalculé parce que la loi était assez mal fichue, c'était sur des périmètres trop restreints. En tout cas, sur un groupe consolidé, nous, on a obtenu un chiffre de 89. Donc voilà, le rapport serait de 89. Donc le grand patron gagne 90 fois plus que la... Alors ça, c'est la moyenne, en moyenne. En moyenne, ouais. On a repéré toute une série de dirigeants qui sont bien au-dessus de cette moyenne. Et pour nous, le seuil d'alerte, c'est 100. Alors, au-delà du chiffre rond, on s'est rendu compte, ce qui est assez logique, que bien évidemment, au-dessus de 100, on est sur des montants très importants, et notamment par rapport aux salariés. Combien de boîtes du CAC 40 sont au-delà de 100?
On en a compté une dizaine au total. Dont les plus emblématiques sont? C'est Téléperformance, Carrefour, que je vous citais, il y a Dassault Systèmes, il y a Stellantis. Alors après, c'est un ratio qui est difficile à calculer, enfin plutôt à comprendre, parce que selon le secteur d'activité, ou par exemple dans certains secteurs comme la grande distribution, les rémunérations sont plutôt faibles, bien évidemment l'écart est plus important qu'un secteur, je ne sais pas, par exemple un Capgemini, ou vous voyez des secteurs où il y a beaucoup de personnes qui ont des rémunérations assez élevées, l'écart est restreint. Bon après, on le sait, notamment quand on est actionnaire du CAC 40, on a une belle moisson de dividendes qui attend. Est-ce que ça ne pourrait pas inciter, on va dire, les actionnaires à être un petit peu plus conciliants sur le sujet des rémunérations, ou pas d'ailleurs? J'ai quand même, je pense, deux choses assez distinctes. Et maintenant, les actionnaires scrutent l'affectation des résultats et donc le versement des dividendes, essentiellement, bien évidemment, par rapport aux performances financières, mais là aussi, on prend en compte la cohésion sociale. C'est-à-dire que si la société a mis en place des... Moi, je suis assez surpris, hein. On a beaucoup de clients qui sont très, très vigilants. Si la société a mis en place des restructurations, des plans de licenciement, ils vont être prêts à renoncer à leurs dividendes, par souci de cohésion. Bon, juste après on parle des autres sujets à surveiller lors des assemblées générales cette année sur la part des rémunérations des dirigeants qui sont liées ou corrélées aux critères extra-financiers. C'est un sujet qui nous intéresse beaucoup, dans Ça vaut le coup, ça. Bien sûr, et c'est très demandé. C'est de combien aujourd'hui? J'imagine pas assez. Pas assez, c'est un quart. Oui, c'est ça, un quart, 24% des critères sont établis sur des critères extra-financiers, sont basés sur des critères extra-financiers. Un quart de la rémunération des dirigeants du CAC 40. La rémunération variable. De la rémunération variable des dirigeants du CAC 40 est indexée sur des critères extra-financiers. Exactement. Qui sont de deux types, qui sont quantitatifs ou qualitatifs. Et nous, on a actionnaires, on a bien sûr très intérêt à avoir des critères quantitatifs, parce qu'on s'est rendu compte que souvent les critères qualitatifs étaient des moyens de rattrapage, comme on peut l'imaginer. Ouais, et toujours atteint. Dans les autres sujets, Charles Pinel, à surveiller lors des assemblées générales 2024, ce qu'on appelle l'indépendance des administrateurs. L'AMF a publié, l'autorité des marchés financiers, c'était en décembre, un rapport qui dénonce de mauvaises pratiques en la matière dans ce domaine. Expliquez-nous. Oui, alors effectivement, il faut être très vigilant. Qu'est-ce qu'un administrateur indépendant? Un administrateur indépendant, c'est un administrateur qui n'a pas de conflit d'intérêt potentiel. C'est-à-dire qu'il ne va pas se trouver dans une situation, sur un sujet, à un moment, d'être en conflit d'intérêt. Et pour cela, on définit toute une série de critères et qui vont aller de la détention en capital. Donc les actionnaires principaux sont considérés comme conflictés. On pourra revenir dessus si vous le souhaitez. Mais ça peut être, bien évidemment, si c'était un fournisseur, un client, etc., qui a un lien d'affaires avec la société. Et il y a un autre critère qui est assez intéressant, et c'est là où l'AMF a pointé le doigt. La durée. La durée, voilà, exactement. Au-delà de 12 ans, pardon, je vous le fais, mais au-delà de 12 ans, un administrateur qui est indépendant n'est plus considéré comme indépendant après 12 ans de bons loyaux services. On considère qu'effectivement, 12 ans, ça pourrait être 10 ans, ça pourrait être 15 ans. Et selon les codes de bonne gouvernement d'entreprise, il peut y avoir des différences. Mais en tout cas, l'idée, c'est de se dire, à un certain moment, effectivement, la personne s'habitue et devient à des relations surtout que les jetons de présence sont quand même assez élevés, et donc ça peut créer un conflit d'intérêts. Et l'AMF a notamment mis en lumière le cas d'Yves Debout-Sigui chez LVMH, qui est au conseil depuis 15 ans et qui sera renouvelé cette année, qui devrait, parce qu'on n'a pas encore l'assurance, qui pourrait être renouvelé cette année. Et donc sur les autres AG, cette indépendance des administrateurs, concrètement, qu'est-ce qu'on va regarder? S'il y a bien un renouvellement, on va bien regarder le renouvellement, il faut que ça tourne. Il ne faut pas que aussi les actionnaires soient surreprésentés au conseil, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que le nombre de places qu'ils détiennent surreprésente la part détenue au capital. Voilà, ce sont des éléments qu'on va regarder. Après, il y a la présence des femmes aussi. La présence des femmes. La présence des femmes qui permet d'ailleurs de rajeunir un peu tout ça. Exactement. Ouais, alors ça, on pourra parler de l'âge, parce que ça, c'est aussi un sujet qui va peut-être être sur la table cette année. En France, vous savez, avec la loi Copé-Zimmermann, c'est plus tellement un sujet. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait au moins 40% de femmes ou d'hommes au sein d'un conseil.
Comme quoi la loi, parfois, ça fonctionne quand il faut faire changer un peu les mentalités. Sur l'âge, vous me disiez qu'il y aura un sujet sur l'âge de quoi? L'âge du capitaine ou l'âge du capitaine, l'âge des administrateurs. Alors l'âge des administrateurs, on a regardé, en moyenne, il est de 58 ans, donc je ne pense pas que ce soit un sujet. En revanche, on a pu noter qu'il y avait toute une série de présidents qui ont plus de 70 ans et qui vont être renouvelés. Non exécutifs. Non exécutifs et qui vont être renouvelés. C'est un sujet qui est difficile parce que c'est assez. D'ailleurs, les anglo-saxons ne prennent pas du tout en compte ce critère. Il y a un côté un peu stigmatisant et puis. Bien évidemment, une personne qui a 75 ans peut être très à même à diriger, à présider un conseil, et d'autres pourront avoir plus de difficultés. Donc c'est difficile pour les actionnaires de se dire, bah non, à un moment, il y a une limite. Le code de commerce limite à 65 ans l'âge du président, mais les statuts des sociétés peuvent fixer leurs propres limites, et qui peut être bien plus au-dessus. Avant de se quitter, Charles Pinel, juste un mot quand même, il faut en parler de l'avenir, entre guillemets, des résolutions Say on Climate, résolutions donc climat soumis aux actionnaires, vote consultatif comme le rappelait, mais c'est important. Alors l'an dernier, sur la SBF 120, moins de 10 boîtes ont fait voter leur plan de transition énergétique. Voilà, on se dit quoi? On se dit que c'est une pratique qui va s'étendre, qui doit s'étendre, ou je vous sens dubitatif? Je suis assez dubitatif. Ouais, effectivement, il y a eu un projet de loi qui avait été approuvé par l'Assemblée nationale, mais qui a été refusé en commission mixte paritaire à l'automne dernier, qui devait systématiser les résolutions Say on Climate. Donc c'est tombé à l'eau. C'est dommage, ça. C'est dommage, c'est très certainement dommage, sachant qu'à côté de ça, le code AFEP-MEDEF recommande aux sociétés de présenter leur stratégie climatique au moins tous les 3 ans, et dès qu'il y a un changement. Donc, mais une présentation, ce n'est pas un vote, et c'est dommage de retirer aux actionnaires cette possibilité de voter. Allez, merci à vos explications. Point de vue signé Charles Pinel, directeur général de Proxa Invest. Quelques encablures de cette nouvelle saison des Assemblées Générales 2024. Merci à vous. Merci beaucoup. Et ça vaut le coup, revient bien sûr la semaine prochaine ici sur Boursorama.